me présente, Charles Bender. J'appartiens à la nation Huron-Wendat. Bienvenue à ce 3e épisode de la série documentaire 8e Feu. Le 8e Feu, c'est une prophétie indienne qui annonce un temps où nous pourrons tous vivre dans le respect et l'égalité. Mais lorsqu'il est question de territoire, c'est une prophétie qui peut sembler utopique, tellement chacun tire la couverture de son bord. Mais pour pouvoir aller de l'avant, il faut savoir comment on en est arrivé là. C'est mon territoire, c'est chez moi ici. C'est la terre autochtone. The Pride, le territoire, c'est une question de fierté. It's huge. Notre culture est liée à notre territoire. I'm sorry, Ted. You're lying to the people. C'est un rapport de corps à corps, terre à terre, que j'entretiens avec mon territoire. Tout ce désert, toutes ces terres, on pourrait facilement en tirer des millions. Mais on n'y touchera pas. On va en prendre une petite partie, on va faire un peu de développement et on va laisser le reste à l'état naturel. Leave the rest of the land the way it is. On pourrait croire qu'au Canada, il y a suffisamment d'espace pour tout le monde. Et pourtant, le territoire est, et a été, une source de conflits majeurs entre Autochtones et non-Autochtones au pays. Prenez Montréal, par exemple. Quand les premiers Blancs sont arrivés, ils se sont dit « On va être bien ici. On a de l'espace. On ne manquera pas de fourrure à vendre en Europe. » Le problème, c'est que les lieux étaient déjà habités par les Iroquois, les Algonquins et les Hurons. Ces débuts plutôt paisibles d'échanges commerciaux entre Autochtones et non-Autochtones sont suivis par des années de guerre. Les Anglais sont alliés avec les Iroquois, les Hurons et les Algonquins sont alliés avec les Français. Ils se livrent une guerre féroce pour les territoires de chasse. Décimés par ces guerres et par les maladies, les Autochtones ont vite compris qu'ils avaient intérêt à négocier la paix, ce qui convenait bien aux Français qui voyaient leurs intérêts économiques fortement compromis par ces guerres interbandes. Ce belvédère sur le Mont-Royal, à Montréal, est un mémorial dédié au chef Huron Kondiaronk, un allié de première heure des Français. Il est l'un des architectes de l'une de ces paix, connue sous le nom de Traité de la Grande Paix de Montréal. Cette paix a duré 16 ans entre les différentes nations. Mais au cours des 300 ans qui allaient suivre, la question du territoire allait rester une source de conflit majeur entre Autochtones et non-Autochtones. Le Canada continuerait à gagner toujours plus de terrain, les Autochtones continueraient à en perdre. Alors comment repartir sur de meilleures bases? Les meilleures relations entre Autochtones et non-Autochtones sont les relations d'affaires, That's the best. qui sont basées sur le travail, la production, le partage. Based on sharing. We have more abandoned business. Nous avons plus d'entreprises par habitant que toutes les autres nations du Canada ou des États-Unis. Presque tout le monde travaille et j'en suis fier. Most of our people work for a living. La communauté de Soyuz est située dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. Une région touristique réputée pour ses vergers et ses vignobles. La bande indienne est installée dans une réserve de 320 km² qu'elle a décidé de développer. Et ses projets de développement sortent de l'ordinaire. Il y a un vignoble, un terrain de golf et un complexe hôtelier 5 étoiles, tous construits sur des terres de réserve. Une chose est sûre, il s'agit d'un véritable succès économique. We've been able On a créé des emplois qui paient bien et on doit en créer d'autres. We have to create more. L'une des grandes réalisations de la communauté de Soyuz s'appelle le Nkamip Cellars. Le vignoble que détient la bande en partenariat avec Vincor Canada, le plus gros producteur de vin au pays. De nombreux jeunes de la réserve y travaillent. Je me cherchais du travail pour l'hiver. Je suis allé voir le chef, il m'a dit « Tente ta chance, c'est une belle occasion. » J'ai tout de suite su que c'était pour moi. Good fruit characters, good integration. Really mouth-filling with regard to the tannin contribution and really integrated. Very, very good tannins.
I agree. I would love to be the winemaker. J'aimerais devenir le viticulteur de la place. Randy m'apprend le métier. Il espère qu'un membre de la communauté d'Osoyoos pourra un jour gérer le vignoble. Les membres de la bande savent ce qu'il faut faire pour s'adapter au 21e siècle. Ils ont une vision pratique de l'économie. Ils connaissent leurs limites. C'est pourquoi le vignoble est devenu une co-entreprise. La réserve est à votre droite. Elle est divisée en deux par l'autoroute. Clarence Louis et sa communauté ont de quoi être fiers. Mais comme bien d'autres réserves autochtones, ils reviennent de loin. Notre réserve est relativement grande, mais on a quand même perdu 4000 acres de nos meilleures terres. Le territoire est un enjeu majeur pour les Premières Nations. Il y a encore beaucoup de litiges à régler. Si on n'avait pas perdu nos meilleures terres, on n'aurait pas toute cette pauvreté. Il n'y a pas de volonté politique de régler les questions des revendications territoriales. Parce qu'il y a un coût économique rattaché à ça, et ce n'est pas rentable politiquement. À l'heure actuelle, les revendications territoriales se comptent par centaines dans tout le pays, sans compter les traités déjà existants. Avouez que ça ne ressemble pas du tout à la carte du Canada qu'on trouve dans les atlas. Mais il faut savoir que les Autochtones du Canada n'ont jamais été conquis. Ils ont négocié de bonne foi, et ils ont cru que la couronne aussi négociait de bonne foi. Mais de l'autre côté de la table, on connaissait ça, la négociation. Par exemple, en 1805, la couronne a acheté à la tribu des Mississauga 250 000 acres sur les rives du lac Ontario, ce qui allait devenir plus tard le Grand Toronto. Prix de la transaction? 10 shillings. Au taux du jour, ça fait environ 60 $. Même pas de quoi se payer une soirée à Toronto. Presque 200 ans plus tard, certaines communautés autochtones maîtrisaient l'art de la négociation. Les Cris de la baie James n'avaient jamais signé de traité pour céder leur territoire. Quand ils se sont assis à table avec Hydro-Québec au début des années 70, ils savaient exactement à qui ils avaient affaire. En faisant des revendications territoriales et en obligeant les gouvernements à négocier, les Cris de la baie James ont obtenu $1 milliard. Et en plus, ils ont développé des relations impensables auparavant. Ils traitent maintenant avec toutes sortes de monde, de gouvernements et d'entreprises. Clarence Louis parle de la Convention de la baie James et du Nord québécois. C'est l'histoire de David et Goliath. Les Cris de la baie James ont ébranlé les représentants des gouvernements et les ont obligés à s'asseoir pour négocier. Pour la première fois, un gouvernement devait admettre que les Autochtones avaient des droits sur le territoire et qu'ils devaient donc être partie prenante. La Convention de la baie James, il faut se souvenir, n'est pas arrivée comme ça, de nulle part. Et c'est surtout pas par générosité des gouvernements qu'on a la Convention de la baie James aujourd'hui. On a dû se battre sur le plan politique, sur la place publique. On a dû se battre au niveau juridique. Signée en 1975, cette entente est non seulement une première canadienne, mais elle est aussi une première mondiale. Elle régit un territoire d'1 million de kilomètres carrés au nord du Québec, soit près des 2/3 du territoire québécois. Les Cris concèdent au gouvernement du Québec une partie de leur territoire ancestral pour la construction des barrages hydroélectriques de la baie James. En échange, ils reçoivent des emplois, la gestion de leur éducation et de leurs services de santé et près de 169 millions de $. Les Cris ont pris ces millions de dollars et en ont fait un formidable outil de développement. Si on se compare aux autres peuples autochtones, même à l'étranger, je pense que les Cris peuvent maintenant dire qu'ils sont une grande nation. On a une compagnie aérienne et une entreprise de construction qui se classent parmi les 4 premiers au Québec. On a beaucoup plus qu'avant. C'est ça qui a permis
au cri de devenir et d'être la force politique qu'elles sont aujourd'hui. Sans la Convention de la baie James, on n'aurait pas pu arriver là. C'est un document de coexistence, la Convention de la baie James. On établit les bases, comment on va vivre ensemble pour l'avenir. Ici, on se trouve sur la côte est de la baie d'Hudson, vers le 55e parallèle. Plus au nord, il n'y a aucun développement. Pas de barrage, pas de route, pas d'industrie importante. C'est comme il y a 50 ans. Mais à 300 km d'ici, il y a des barrages, des digues, des réservoirs, des installations hydroélectriques, des aéroports, une autoroute, et plus au sud, il y a des villes, bien sûr. Ça a pris 36 ans pour faire appliquer la Convention de la baie James et du Nord québécois. On a dû amener les gouvernements du Canada et du Québec devant les tribunaux. Les attitudes ont changé quand ils ont voulu aménager notre rivière à la fin des années 80. J'annonce à l'Assemblée nationale les débuts... En 1988, quand le gouvernement du Québec annonce la dérivation d'une autre rivière, la Grande Baleine, Uape-Magustu, la tension monte. Les cris sont férocement contre l'idée de sacrifier une nouvelle rivière pour satisfaire les besoins en électricité. C'est les dernières grandes rivières naturelles du Québec. Il faut les garder. Ils entament donc une campagne internationale qui les mènera jusqu'à New York pour dénoncer le projet Grande Baleine. Matthew Mukash est l'un des leaders de cette lutte. Lors du Jour de la Terre, quand on est arrivé au Battery Park, il y avait 24 chaînes de télévision américaines qui filmaient le canot. On a même parlé de nous en Europe. La campagne a été un succès. On a empêché la signature d'un contrat de 17 milliards de dollars. We actually killed a $17 billion contract. Les gens d'ici ont dit non à Hydro et ont organisé une campagne pour protéger la rivière. Parce qu'on a réussi, et peut-être aussi parce que mon père a joué un rôle important dans cette campagne, j'ai la conviction que je dois être prêt à me battre pour ma génération. À venir, une convention qui ne règle pas tout. Je m'explique mal, avec tant de développement, pourquoi les problèmes psychosociaux persistent. La Convention de la baie James n'a pas réglé tous les problèmes et elle n'a pas fait que des heureux. Les cris pour avoir les droits basiques de la santé, l'éducation, il fallait en donner beaucoup, juste pour avoir ce que tous les autres Québécois payent, juste des taxes. There's no sacrifice. Mais juste nous, pour avoir juste ça, il fallait donner le territoire. Pakaso Mukash est l'un des membres du groupe Ceremony.
And the trees that once spoke are silenced once and for all. And the spirits that led us here bear witness to our great fall. How will we define ourselves to our children and our grandchildren? Avec Matthew Eiserhoff, ils composent des chansons qui racontent leur attachement au territoire et leur fierté d'être cris. Ils ont vu leur nation se développer, mais ils sont conscients que les problèmes sociaux sont toujours bien présents. Le diabète est toujours très présent. La cocaïne fait des ravages. Tout ce qu'on a gagné, c'est des plus beaux camions. Malgré la Convention de la baie James, les conditions psychosociales des communautés est à peu près la même que partout ailleurs. C'est étonnant, mais c'est la réalité. Le taux de suicide chez les Cris est aussi élevé que chez les Algonquins ou les autres nations autochtones. Le taux de réussite est un des plus bas au Québec. C'est la triste réalité. Je m'explique mal, avec tant de développement dans une nation comme chez les Cris, pourquoi les problèmes psychosociaux persistent. Imaginez devoir se battre pour parler sa langue, garder sa culture, son identité. Imaginez en plus que vous, vos parents, vos grands-parents avez vécu l'enfer des pensionnats. On ne sort pas indemne d'un tel combat. Pour refermer des plaies aussi profondes, ça prend du temps. Mais grâce à cet argent, les Cris de la baie James ont pu mettre en place des infrastructures pour encadrer leur communauté, pour se donner les moyens et l'espoir d'une guérison. Certaines communautés n'ont même pas ça. La nation Innu, elle, n'a pas voulu céder ses droits. Elle a refusé de négocier avec Hydro-Québec. Résultat, plus de droits et pas d'argent. La ville de Shefferville est une ville minière. La communauté d'Armand Mackenzie se trouve dans le territoire de la Convention de la baie James. Je devais avoir 12 ans quand il y a eu la signature de la Convention de la baie James. Les gens chez nous en parlaient beaucoup. Mon oncle, qui était chef à l'époque, venait souvent voir mon père. Donc, il y avait beaucoup de discussions sur le projet de la baie James. Mais contrairement aux Cris, les Inuits de Shefferville ont été exclus de la Convention de la baie James, ce qui a fait naître dans la communauté un profond sentiment d'injustice. Les Inuits attendent encore aujourd'hui du règlement de la Convention de la baie James des compensations ou une forme d'arrangement économique, politique. Il n'y a rien eu pour les Inuits. Mais ce n'est pas tout. Quand il est question de relations avec les compagnies minières, là aussi, les déceptions sont nombreuses. Et les cicatrices laissées par l'industrie sont toujours bien visibles dans le paysage. Finalement, c'était beaucoup de richesses pour les actionnaires. C'était beaucoup de richesses pour les dirigeants de ces compagnies minières-là. Mais des années 50 à 80, pour les peuples autochtones, c'était littéralement partir avec la richesse collective. Vers la fin des années 80, quand il y a eu la fermeture de la ville, ils ont tout détruit. Ils n'ont rien laissé aux Autochtones en place, aux Inuits en place, si ce n'est que des trous de mine. Les Inuits ne sont pas les seuls à avoir perdu gros. En 1976, Manitoba Hydro décide de construire un barrage sur le territoire traditionnel des Cris Nissishawassik, dans le nord de la province. Il n'y aura ni consultation, ni entente, ni compensation financière, rien. Résultat, leurs territoires de chasse et de pêche sont inondés, une partie de leur mode de vie aussi. Si certains ont cru que la Convention de la baie James marquait un tournant dans l'histoire des relations entre le Canada et les Autochtones, Manitoba Hydro leur a donné tort. Quand ils ont inondé les terres en 1976, il y a eu beaucoup de colère. Parce qu'on n'était pas préparé à ça. On savait que ça allait arriver. Mais ils ne nous avaient pas préparés. On n'avait pas mesuré les dégâts que ça allait causer.
J'étais jeune dans les années 70. L'hydro n'était pas ma préoccupation principale. Et quand j'ai été élu chef, j'ai dû changer de point de vue. Après plusieurs années, la nation Cree-Nissi-Shawasik est indemnisée par le gouvernement fédéral, le gouvernement manitobain et Manitoba Hydro. En plus d'un règlement financier, la communauté obtient la promesse qu'elle sera consultée pour tout projet futur. Et le futur s'appelle Wuskwatin, une centrale hydroélectrique de 200 MW construite à 35 km de la réserve. En gros, Hydro nous a dit « Écoutez, on ne pourra jamais compenser les dommages. Alors on vous fait cette proposition. » Mais avant de s'entendre, il faut négocier. Et cette étape s'avère beaucoup plus difficile que prévu. On n'était pas prêts. On négociait depuis 8 ans et demi, mais on n'était tout simplement pas prêts. Ils jouent dur, vous savez. Ils ont des moyens, ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Nous, on est des petits culs qui se retrouvent dans la cour des grands. J'ai passé ma vie à négocier avec les gouvernements et avec les compagnies. C'est difficile parce que c'est toujours un travail d'éducation populaire. Ça prend des reins solides, des gens convaincus du côté autochtone et des gens convaincants pour arriver à trouver une entente. Finalement, en 2006, la communauté choisit de devenir partenaire de Manitoba Hydro. Mais un autre obstacle se dresse devant elle. Pour devenir propriétaire du tiers du barrage, elle doit verser 84 millions de dollars à Manitoba Hydro. Une somme énorme pour cette réserve de 4500 personnes. À l'heure actuelle, il nous manque environ 400 maisons. C'est difficile de gérer des problèmes aussi urgents et en même temps de mettre de l'argent de côté pour le projet. Malgré les embûches, les membres de la nation Cree-Nissi-Shawasik espèrent qu'avec les revenus générés par le barrage, un vent de renouveau soufflera sur la réserve. Le projet Wuskwatim, c'est une occasion unique. On va la saisir. On est des gens résilients. On en a vu d'autres. Ce projet-là, c'est rien du tout. À venir, quand une mine de diamants côtoie la pauvreté. Partout dans le Nord, les enfants vivent dans des conditions non sécuritaires. C'est un scandale national et même international. It's an international scandal. Ici, c'est comme le tiers-monde. Avec cette mine juste à côté, c'est impensable. La mine dont on parle, c'est la mine Victor, une mine de diamants exploitée par De Beers, la plus grande compagnie diamantaire du monde. Elle est située en plein cœur du territoire ancestral des Cris d'Attawapiskat. Cette réserve se trouve dans le nord ontarien, tout près de la baie James. Ils ont donné le OK, je dirais, là, parce qu'ils pensaient, avec le développement de la mine, surtout la mine de diamants, qu'il y aurait un gros revenu pour la bande, pour toute la communauté ici d'Attawapiskat. Divers projets, des écoles, des maisons, des routes. Ça s'est pas réalisé de façon-là. Ils sont ici depuis des millénaires. Et quand une des plus grosses diamantaires au monde débarque pour développer leur territoire, tout ce qu'ils obtiennent, c'est des peanuts.
Il faudra un nouveau cadre réglementaire pour ce genre de situation. Quand De Beers exploite une mine de diamants dans la cour d'une des plus pauvres communautés au monde, elle devait être obligée de faire quelque chose. Nous ne sommes pas responsables des infrastructures, de l'éducation, des écoles, tout ça. Au Canada, on a une démocratie stable, l'économie va bien. C'est au gouvernement de voir à ces choses-là. La communauté d'Ottawapiskat a négocié avec De Beers. Le plus important conglomérat diamantaire du monde et la petite bande de moins de 2000 personnes se sont assis à table. En 2005, ils ont signé une ERA, une entente sur les répercussions et avantages. En jargon juridique, une ERA, c'est une entente entre une communauté autochtone et une entreprise de ressources naturelles qui permet de dédommager les Autochtones pour un développement qui se fait chez eux. Dans ce cas-ci, De Beers a accepté de verser 2 millions de dollars par année à Ottawapiskat, ce qui équivaut à environ 1100 dollars par habitant de la réserve. La valeur de l'entente pourrait grimper si la mine fait des profits. On a mis 3 ans à négocier cette entente et même attendu que la communauté la ratifie avant de se lancer dans la construction. C'était un mystère, cette entente. Beaucoup de gens ont signé sans savoir ce qu'il y avait dedans. Pour l'instant, ce n'est pas une bonne affaire. À notre avis, c'est une entente généreuse et équitable. Elle intéresse beaucoup d'autres communautés qui ont des projets d'exploitation minière ailleurs au Canada. Les ERA sont une bonne chose si elles conviennent au peuple autochtone et si elles sont négociées librement. Mais même là, elles répondent uniquement à une petite partie des besoins des communautés. Une seule et même entente, mais 2 interprétations totalement contradictoires. Ces visions opposées ont bien sûr un impact négatif sur les relations entre les 2 parties. Voici un exemple de ce qui ne fonctionne pas. L'entente sur les répercussions et les avantages prévoit qu'on accorde une préséance aux membres de la communauté d'Ottawapiskat pour des occasions d'emploi. Mais l'écart entre leur niveau d'éducation et ce qu'on attend d'eux est considérable. Et il n'y a aucun programme en place pour les faire cheminer jusque-là. Les gens d'Ottawapiskat sont talentueux, débrouillards et intelligents. Il suffit de les amener à terminer leur 12e année ou l'équivalent. Ensuite, on pourra passer à l'étape suivante. Mais sans ce minimum de scolarité, ils sont coincés. Mais comment convaincre les jeunes de l'importance de l'éducation quand ils n'ont même pas d'école? On a démoli l'école primaire d'Ottawapiskat parce qu'elle était construite sur un site contaminé. Et comme c'est le cas dans plusieurs réserves canadiennes, les enfants doivent aller en classe dans des locaux préfabriqués. Ça fait 10 ans que ça dure. C'est d'abord une question de sécurité et de santé, surtout en hiver. Quand le vent est cinglant, il fait vraiment froid là-dedans. Il n'y a pas d'école à Ottawapiskat et Kashechewan. Comment ça se fait? Partout dans le Nord, les enfants vivent dans des conditions précaires, non sécuritaires. Des enfants de 4e ou 5e année n'ont déjà plus d'espoir. C'est un scandale national et international. Il y a quelques années, un groupe de jeunes d'Ottawapiskat a décidé de se battre pour obtenir une nouvelle école. My name is Shannon Gustajian. I am from the Ottawapiskat First Nation. Grâce au web, ils ont réussi à rallier des Canadiens à leur cause. 3 years ago, my sister, Srina Gustajian, here on this spot, pleaded for a new school for our community. But I ask, why do I have to come back and do the same thing once again? But our own government cannot keep a promise that they have made 3 times. Cette lutte, c'est Shannon Gustajian qui l'a incarnée. Elle a voulu rallier un pays à sa cause.
Le 1er juin 2010, Shannon est morte dans un accident de la route. Sa famille et ses amis ont décidé de continuer son combat. On est vraiment fiers d'avoir une fille qui avait des convictions et qui se battait pour les défendre. Notre fille a démarré quelque chose d'unique. Elle a été à l'origine du plus grand mouvement pour les droits de l'enfant au Canada. Ça montre qu'un enfant qui a un rêve peut faire bouger une nation entière. Can move a nation. Make Shannon's dream a reality because no child should ever have to beg or fight for an education in this country. Le député fédéral Charlie Angus fait partie des proches de Shannon qui tentent par tous les moyens de faire changer les choses. Shannon is a national symbol. Shannon est un symbole national. Elle incarne l'espoir pour les jeunes. Elle a touché les gens comme personne avant elle. Nos communautés ont besoin de héros. Les jeunes autochtones perdent espoir et se suicident l'un après l'autre. Il faut leur proposer autre chose. Pour beaucoup de jeunes autochtones et non autochtones, Shannon symbolise l'espoir. A national symbol of hope. On l'a envoyée ici pour une raison, pour transmettre aux jeunes le message de ne jamais abandonner. Elle devait se démener pour réussir à l'école. Elle avait de la difficulté, mais elle n'a jamais abandonné. Je lui ai apporté des coquillages. Je les ai pris au nord. Elle les aurait beaucoup aimés. Une partie du rêve de Shannon deviendra bientôt réalité. Le ministère des Affaires autochtones a annoncé qu'Attawapiskat aura sa nouvelle école primaire en 2013. Les Canadiens n'ont pas idée de ce que ces jeunes vivent. Ils ne le croiraient pas. Et je ne parle pas juste de l'école sur un site contaminé. Vous devriez voir les conditions de vie à certains endroits. C'est indescriptible. Ce n'est pas le Canada. Ce n'est pas le tiers-monde, c'est le quart-monde. It is a fourth world. À venir, au Nunavut, les règles du jeu ont changé avec la création d'un nouveau territoire. À Iqaluit, il y a conditions atmosphériques, aéroport, sommet d'un ciel dégagé, température quelques degrés. Il y a 3 vols par jour en provenance d'Ottawa et de Montréal. Notre aéroport est le 20e plus achalandé au pays. Iqaluit est une ville multiculturelle. On a des gens des 4 coins du Nunavut, du reste de l'Arctique, d'autres régions du Canada et de l'étranger. Du moment que j'ai mis les pieds, j'ai foulé le sol à Iqaluit, puis la première bouffée d'air, c'était comme... C'est comme... Je me suis senti chez nous tout de suite. Tu sais, j'ai eu l'impression que j'étais faite pour le Nord. Stéphane Cloutier est québécois. Il vit au Nunavut depuis 17 ans. Il a épousé Gila, une Inuk. Ils ont 4 enfants. Qui prend femme, prend pays. C'est un marché où les gens viennent vendre leur gibier. On est arrivé un peu trop tard. Tout ce qu'il restait, c'était une tête de caribou et 2 pattes. Mon mari ne chasse pas, donc je viens ici pour acheter de la viande. Je lui ai déjà dit, viens pas te plaindre que c'est cher. Tu n'as qu'à aller chasser toi-même. Never find country food too expensive until you can go hunting and get it himself for me. 30 000 personnes sur un territoire équivalent à 1/5 du territoire canadien, c'est ça, le Nunavut. Iqaluit, la capitale, est en plein boom depuis 10 ans. La population a doublé et 60% des habitants ont moins de 25 ans. Ce territoire, les Inuits se sont battus pour l'obtenir. Ça leur aura pris 25 ans, mais ils ont enfin gagné leur bataille. Le rêve des gens, c'était de dire, enfin, on va avoir un gouvernement où est-ce qu'on va avoir nos propres élus
inuits et on va être en mesure de prendre des décisions qui vont avoir un impact sur nos vies. Le 1er avril 1999, c'est l'effervescence pour tous les Inuits du Nunavut. Dignitaires et journalistes du monde entier se rendent à Iqaluit pour assister à la création d'un premier territoire Inuit, un territoire bien à eux. Le Nunavut change radicalement la carte géographique et linguistique du Canada. L'Inuktitut, une langue autochtone, fait partie des langues officielles de ce territoire. J'essaie d'enseigner l'Inuktitut à mes enfants et j'espère que plus tard, ils pourront travailler en Inuktitut. Les ressources naturelles du Nunavut suscitent la convoitise. L'exploration minière y bat son plein. On a découvert des gisements d'or, de fer, de diamants et d'uranium. Et ce n'est qu'un début. L'Arctique est comme le grenier du Canada. Je veux dire, il y a des richesses énormes ici, que ce soit côté minier. Les gens parlent aussi éventuellement qu'il y a toutes sortes d'industries qui peuvent se développer ici. Mais pour développer cette richesse-là, il faut investir dans les gens. I feel comfortable. Je me sens bien dans la nature. It's so peaceful. Après une journée au bureau, c'est tellement apaisant de venir dans la toundra, admirer le paysage, prendre l'air. Fresh air. Le secteur minier doit nous aider. La plupart des gens ici comptent sur le gouvernement. On ne peut pas dépendre du gouvernement. Il faut que le secteur privé donne un coup de main. Il faut avoir une vision à long terme. Il faut des emplois pour la jeune génération. On ne peut pas se fier sur la nature pour survivre. Au cours des négociations, les Inuits ont concédé qu'ils ne contrôleraient que 18 % du Nunavut. Ce qui veut dire que le gouvernement fédéral a la mainmise sur 82 % de leur territoire. Les provinces, elles, gèrent la totalité de leur territoire. Donc ça, c'est quelque chose pour les Inuits qui, je pense, qui est important de pouvoir, tu sais, le mettre chez nous, de dire, écoute, il faut non seulement avoir un territoire, avoir notre gouvernement, mais il faut être maître du développement de nos ressources naturelles, de pouvoir décider comment ces ressources-là vont être développées et pas laisser ça à des intérêts extérieurs qui vont être développés comme bon leur semble. S'il est question de souveraineté, c'est clair. Les Inuits sont souverains. Nous vivons ici depuis des millénaires. C'est chez nous, et ce le sera toujours. Pour ce qui concerne nos terres et notre environnement, nous devons avoir le contrôle. Il faut que ce soit reconnu. C'est ce que nous devons viser. À venir, le désir des Autochtones d'être maîtres chez eux. On est capable de gérer nos terres. On devrait pouvoir décider. Pour revivre ou partager les émotions de la série 8e Feu, c'est mon territoire, c'est chez moi ici. Le coffret DVD est offert à la boutique de Radio-Canada. C'est la terre autochtone. Les Inuits du Nunavut ne sont pas les seuls à vouloir être maîtres chez eux. Tous les premiers peuples désirent être libres de développer leur société comme ils le veulent. Le problème, c'est que la majorité des Premières Nations sont soumises à la loi sur les Indiens. Et en vertu de cette loi, les terres sur lesquelles sont installées leurs réserves appartiennent à la couronne. Les Autochtones ont beau avoir les meilleures intentions du monde, cette loi leur met souvent des bâtons dans les roues. La loi sur les Indiens porte d'abord sur le territoire, sur les terres de réserve, les terres fédérales comme ils disent. Nous, on dit notre territoire. On doit s'adresser au ministère chaque fois qu'on veut développer. On doit demander la permission pour savoir ce qu'on peut faire sur nos terres.
Mais que faire pour améliorer les choses? Pour certains, la solution passe par l'abolition pure et simple de la loi sur les Indiens. Pour d'autres, c'est la gestion du territoire qu'il faut repenser. Manny Jules est de cet avis. Le gouvernement a créé des institutions pour faciliter la vente des terres, mais dans les réserves, il n'y a rien de ça. Le fiduciaire peut prendre la décision à notre place. Il faut que ça change. Et la seule façon d'y arriver, c'est de transférer la propriété de ces terres aux Premières Nations. To me, money equals opportunity. So that's why I love spending my time with business people like yourselves. We have business. On a des partenaires avec qui on développe un hôtel ou une entreprise sur la réserve. Ils n'en reviennent pas qu'on n'ait pas le contrôle sur nos terres. We don't have control of our own lands. To teach winemaking, to teach horticulture, we're able to manage our own lands. On peut gérer nos terres. C'est à nous de décider ce qui nous convient. I think whether it's Osoyoos, à Osoyoos, à Membertou, chez les Squamish, les Tsuut'ina, il y a plein de bandes qui ont montré qu'elles savent ce qui est bon pour leur peuple. They know what's best for their people. En fait, ce que les premiers peuples veulent, c'est le droit de développer leur société selon leurs rêves et leurs aspirations. Rien de plus, mais rien de moins. Je rêve de meilleures maisons pour les gens Tatawapiskat, d'un meilleur avenir pour les jeunes. Et on doit pouvoir utiliser nos terres, sinon on va les perdre. Je rêve de voir mes petits-enfants parler au monde entier de notre peuple, de nos terres. Puis revenir et retrouver nos terres restées intactes. Je veux voir mes petits-enfants grandir en étant, disons, maîtres des deux mondes. Masters of both worlds, so to speak. Être autochtone est un geste politique. C'est une action politique de tous les jours pour faire valoir nos droits sur le plan économique, social, culturel. Point la ligne. Dans le dernier épisode de 8e Feu, la réconciliation, oui. Mais à quelles conditions? Pour l'artiste Michel Savard, il faut se débarrasser de la loi sur les Indiens. C'est l'idée aussi de montrer la blessure qu'on a subie tous les peuples autochtones. Pour le docteur Stanley Volant, il faut inspirer les jeunes pour qu'ils restent à l'école. Pour moi, il y a une urgence, il est minuit moins une. Dans le dernier épisode de 8e Feu, à la croisée des chemins. Pendant toute l'effervescence des activités minières qui ont eu lieu à Shefferville, les Inuits n'ont pas eu de bénéfices tant au niveau des emplois, aucun bénéfice au niveau social, c'est-à-dire des bénéfices sociaux pour les employés, mais bénéfices sociaux pour la communauté aussi, aucun bénéfice, aucune redevance, aucune royauté, aucun investissement communautaire, aucun retour de taxes. La municipalité, elle, vivait sur les taxes de la compagnie minière. Aucune mise en place d'infrastructures communautaires. Tout ce que nous avions de la compagnie minière, finalement, c'était le droit de prendre les résidus, les déchets de la compagnie minière pour faire des planches, là, les 2x4. Donc, on pouvait aller piger là de temps en temps, mais également une dinde à Noël. C'est ce qu'on appelle le mal développement.